Épouse des paris. C'est tout ce qu'elle a dit avant de partir. Elle m'a quitté pour le gérant d'une boutique de basket, pensant qu'elle allait vers une vie plus dorée. Ce qu'elle ignorait? Que cette rupture serait ma dernière défaite. Parce que parfois, toucher le fond n'est pas une tombe, mais un tremplin. C'est l'histoire de comment mon ex-infidèle a tenté de me briser, mais a fini par regarder, impuissante, depuis le banc de touche, pendant que je construisais un empire. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle est revenue 3 ans plus tard. Je l'ai laissé faire. Et ce que je lui ai dit l'a choqué, la réduisant au silence pour toujours. C'était une douce revanche. Tout cela est amusant, bien sûr, mais revenons au début. Élodie et moi nous sommes rencontrés de la manière la moins romantique qui soit, à la préfecture. J'attendais pour renouveler mon permis après avoir perdu mon portefeuille sur un chantier, et elle était devant moi dans la file, tapant ses ongles vernis de rouge sur le comptoir, comme si chaque seconde passée la l'offensait personnellement. Elle s'est retournée, nos regards se sont croisés, et elle a dit, « Je te jure, cet endroit, c'est là où la patience vient mourir. » J'ai ri. Elle a esquissé un sourire. Et voilà. 1 an plus tard, nous étions mariés. Rapide? Peut-être. Mais Élodie avait cette manière de vous faire sentir que vous étiez en retard si vous ne suiviez pas son rythme. Elle allait vite, parlait vite, décidait sans sourciller. Elle était magnifique, ça, pas de doute, de longs cheveux noirs qui semblaient tout droit sortis d'une pub pour shampoing, des pommettes hautes, et des lèvres toujours peintes d'un rouge profond, comme si elle sortait d'un magazine. Je ne prétends pas être un saint. Je n'ai jamais été le type en costume-cravate. J'ai toujours travaillé de mes mains, construction, placo, rénovation d'appartements, tout ce qui se présentait. Pas glamour, mais ça payait. Et à côté, j'étais à fond dans les pronostics sportifs. Tableau Excel, tendance, stats des joueurs ou surtout le basket et le tennis. Je pouvais vous dire qui allait rebondir, quel rookie était surcoté, ou comment la surface d'un court influençait la vitesse du service. Je pariais. Pas des sommes folles, pas irresponsables au bon, parfois un peu irresponsables mais jamais hors de contrôle. Certains jours, je gagnais quelques centaines d'euros, d'autres, je les reperdais. Élodie détestait ça. Elle appelait ça « des paris de gamin », comme si c'était un jeu vidéo dont je refusais de me lasser. Elle me disait que j'avais besoin d'un « vrai travail », comme si l'argent que je ramenais en posant du carrelage ne comptait pas. Mais elle ne se plaignait jamais quand je payais les courses ou le loyer. Elle aimait ses manucures, ses colorations, ce café de luxe qu'elle commandait en ligne, livré dans des sachets comme si c'était sacré. Et je payais la moitié. Parfois plus. Au début, c'était juste des disputes. Elle levait les yeux au ciel si j'avais un match à la télé, soupirait bruyamment quand je notais mes prédictions. Une fois, elle a même débranché la télé au milieu d'un match de l'Asvel, juste pour attirer mon attention. Ça a déclenché une guerre froide de 2 jours où on ne se parlait pas, on se croisait dans l'appartement comme des fantômes. Puis elle a commencé à travailler plus. Élodie était vendeuse dans une boutique de mode féminine au centre commercial. Pas du luxe, mais assez cher pour que les clients se sentent privilégiés. Elle était douée, elle savait flatter les clientes pour leur faire dépenser 150 € pour un chemisier, tout en leur donnant l'impression que c'était leur idée. J'ai remarqué qu'elle rentrait plus tard. Elle parlait de « réorganiser l'inventaire » ou de « mise à jour en magasin ». Une nuit, elle est rentrée sentant un parfum que je ne porte pas. Quand je lui ai posé la question, elle a dit que c'était un échantillon de parfum qu'il testait. Je n'ai rien dit, mais j'ai noté. Petit à petit, les indices s'accumulaient. Elle posait son téléphone écran vers le bas. Le mettait en mode silencieux. Son humeur devenait étrange, aussi. Un jour, elle m'appelait « chérie » et me demandait si je voulais des sushis pour le dîner. Le lendemain, elle agissait comme si ma respiration l'agaçait. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, et elle répondait sèchement « bien ». On peut éviter le refrain du « comment était ta journée » tous les soirs? C'était comme vivre avec une étrangère qui, parfois, enfilait la peau de ma femme. Le point de rupture est arrivé un soir où elle a dit qu'elle devait fermer tard. J'ai commandé une pizza, attendu en regardant un match, espérant qu'on pourrait passer un moment comme avant. Minuit arrive. Pas de nouvelles. J'appelle, répondeur direct. Elle rentre à minuit 47, sentant la transpiration et l'eau de toilette, sans la moindre boîte de chaussures à la main. Elle n'a rien dit. Elle a juste retiré ses chaussures et filé sous la douche.
Je suis resté sur le canapé, la télé allumée, la pizza froide, la réalité s'installant. Quelque chose avait changé. Quelque chose avait disparu. Et je n'avais pas encore idée de l'ampleur de la chose. En un jour. Elle est entrée à 21h. Je m'attendais à ce qu'elle arrive avec une excuse bancale, genre le magasin ouvert tard pour une vente spéciale ou son patron ayant besoin d'aide pour clore l'inventaire. J'étais déjà prêt à entendre une justification à moitié convaincante. Mais elle n'a rien dit. Pas tout de suite. Elle est entrée vite, ses talons claquant sur le parquet comme un marteau de juge, s'est dirigée vers la table à manger, a sorti une chemise cartonnée de son sac oversize et l'a laissée tomber sur le bois, comme si elle me présentait la note d'un repas que je ne me rappelais pas avoir commandé. Puis, sans même me regarder, elle a dit « Épouse tes paris ». C'est tout. 3 mots. Pas de cris. Pas de larmes. Pas de drame. Juste une phrase assez tranchante pour couper l'air en deux. Elle s'est retournée, a repris son sac, est sortie et a fermé la porte derrière elle. Pas claquée. Pas doucement. Juste fermée, nette et définitive, comme si elle terminait son service et pointait pour son dernier jour. J'ai remarqué l'appartement. Ses affaires avaient disparu. J'étais tellement absorbé par l'ordinateur que je n'avais même pas vu qu'elle les avait progressivement enlevés. Il ne restait que quelques vêtements dans le placard. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je n'ai pas demandé où elle allait, je n'ai pas crié après elle, je ne l'ai pas suivie dans le couloir. Je me suis approché de la table et j'ai regardé la chemise. Des papiers de divorce. Signés de son côté. Un trait tiré sur ce qu'on avait construit ensemble. Pas de lettres, pas de mots. Juste une rupture nette et froide. Je suis resté là, lisant les détails. 2 ans de mariage. Rien d'extravagant. Pas d'enfant. Pas de maison. Pas de dette commune. Juste un appartement en location, un compte joint avec environ 86 € et un grille-pain. J'ai dit à voix haute, à personne, juste à la pièce, bon débarras. Et je le pensais. Parce qu'au fond, je crois que je l'avais vu venir. Pas si tôt, pas comme ça, mais je l'avais senti approcher depuis des mois. Les mensonges s'empilaient comme des jetons de poker, et elle venait de tout encaisser avec une seule phrase. J'ai passé les jours suivants dans le brouillard. Pas en colère. Pas vraiment triste. Juste fatigué. J'ai continué la routine, boulot, bouffe, recherche sportive, sommeil, repeat. Je ne lui ai pas écrit. Elle n'a pas appelé. C'était comme si elle s'était évaporée. Mais savez-vous ce qui était encore là? Sa brosse à dents. C'est ça qui m'a marqué. Elle l'avait laissée dans le gobelet près de l'évier, comme si c'était trop insignifiant pour s'en soucier. Comme si elle voulait que je la voie tous les jours et que je me souvienne qu'elle était là avant. Peut-être l'avait-elle oubliée. Ou peut-être l'avait-elle laissée exprès. Une semaine plus tard, j'ai eu l'histoire complète du moins, la partie qui comptait. Il s'avère qu'Élodie voyait un mec du centre commercial. Il s'appelait Marc. Il travaillait dans la boutique de basket en face de la sienne. La trentaine, un peu dégarni, portait des jeans bootcut et des polos avec des logos brodés ridicules. Le genre à se vanter de réduction pour employer comme si c'était un portefeuille d'action. Je ne l'ai pas appris d'elle. C'est une de ses collègues, Camille, qui me l'a dit. Elle m'a contacté après avoir vu une de mes vidéos où j'analysais une surprise sur un court en terre battue lors d'un tournoi de tennis. Camille m'a écrit quelque chose comme « Désolé pour Élodie ». Elle fricotait avec Marc depuis un moment. Tout le monde au centre commercial le savait. Je pensais que tu étais au courant. Je ne savais pas. Je soupçonnais quelque chose, bien sûr. Mais pas ça. Pas Marc. Le même mec que j'avais croisé 1 ou 2 fois en venant la chercher. D'après Camille, ça durait depuis des mois. Pause déjeuner. Soirée d'inventaire. Une fois, ils ont même retardé l'ouverture de sa boutique parce qu'ils étaient enfermés ensemble dans l'arrière-boutique. J'aurais dû être furieux. Mais non. J'avais juste l'impression d'avoir traversé une maison en pensant que tout allait bien, pour découvrir que les fondations étaient rongées par les termites. Elle n'avait même pas eu la décence de m'avouer la vérité. Elle a juste déposé les papiers, est partie, et a laissé quelqu'un d'autre porter le coup. J'ai passé la soirée chez moi, lumières éteintes, à réfléchir. À penser à comment quelqu'un qu'on aime peut être juste à côté de vous est déjà parti.
À penser à ce que j'allais faire ensuite. Et je vais vous dire une chose, je n'allais pas m'effondrer pour une femme qui avait quitté notre mariage comme on rate un rendez-vous chez le coiffeur. Elle avait fait son choix. À mon tour maintenant. Un divorce quand on n'a pas grand-chose, c'est plus comme faire la queue à la caisse que se battre au tribunal. Il n'y avait rien à disputer. Pas de maison. Pas de voiture. Pas de compte épargne digne de ce nom. Juste un appartement loué, quelques meubles d'occasion, et des appareils de cuisine qu'on avait choisis quand tout semblait encore plein d'espoir. C'était la visite au tribunal la plus calme que j'ai jamais faite. On n'y est pas allé ensemble, évidemment. J'ai pris le bus. Élodie a dû se faire conduire par Marc, parce qu'elle est arrivée dans une Peugeot grise qui semblait avoir trop de désodorisants accrochés au rétroviseur. Elle est sortie comme si elle entrait dans un spa, pas un tribunal, lunettes de soleil, cheveux impeccables, comme si elle concourait pour la mieux habillée d'une rupture. On s'est assis de part et d'autre de la salle d'attente. Pas de contact visuel. Pas de bavardage. Je fixais une dalle du plafond avec une tache d'humidité pendant qu'elle scrollait sur son téléphone. Sans doute en train d'écrire à Marc. Ou à Camille. Ou à sa sœur. Ou aux trois. Quand on a appelé nos noms, ça a été rapide. Routinier. Comme un caissier scannant 2 articles solitaires sans demander si vous voulez un sac. Le juge a à peine levé les yeux. Vous êtes d'accord sur le partage des biens? Oui, monsieur le juge, a-t-elle dit, calme comme tout. J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien à partager. Elle a pris le grille-pain, la plancha, quelques assiettes et mugs. J'ai gardé la télé et mon vieil ordinateur portable. Cet ordi avait été lâché 2 fois, l'écran fissuré dans un coin, la barre d'espace nécessitait une pression ferme. Mais il faisait tourner mon logiciel de stats et chargeait les sites de Paris, alors pour moi, c'était de l'or. Tout a pris peut-être 25 minutes. Quand le juge a signé, c'était comme actionner un interrupteur. 2 ans de mariage annulés d'un coup de stylo. Élodie s'est tournée vers moi en sortant, et pour la première fois ce jour-là, elle m'a parlé directement. Elle m'a fait un petit sourire comme quelqu'un qui vient de négocier un bon prix sur une voiture d'occasion et a dit « Bonne chance, Lucas ». Puis elle est montée dans la Peugeot, où Marc l'attendait au volant, lunettes de soleil sur le nez, comme un chauffeur de fuite. Elle s'est glissée sur le siège passager, sans un regard en arrière, et ils ont quitté le parking. Je suis resté là un instant, regardant les feux arrière disparaître à la sortie. Je suis rentré à pied. L'air était lourd. Je n'avais pas de parapluie, mais le ciel a tenu bon. Juste des nuages gris et du vent. Le genre de temps qui vous fait penser que quelque chose va commencer mais ça ne vient pas. Comme s'il attendait votre move. Je suis passé devant le café où on allait le dimanche matin. Ils avaient une pancarte, tombé amoureux de l'automne, devant, avec des citrouilles et de la cannelle. Élodie adorait cet endroit. Je ne me suis pas arrêté. Quand je suis rentré, l'appartement était silencieux. Je me suis assis sur le canapé, j'ai allumé la télé et fixé l'écran d'accueil un moment. Puis j'ai pris mon ordi. Le chargeur tenait encore par un fil, plié par des années de manipulation négligée. Il fallait le secouer juste comme il faut pour que ça s'allume. Quand l'écran s'est éclairé, je suis allé directement sur la plateforme de Paris. Je n'avais pas envie de sortir. Pas envie d'appeler qui que ce soit. Je ne ressentais pas grand-chose, en fait. Juste de la fatigue et un vide, comme si j'avais pris un coup mais que la douleur n'était pas encore arrivée. Alors j'ai ouvert mon tableur. Vérifier les rapports de blessures. Regarder les stats domicile extérieur. Noter que l'Asvel jouait ce week-end. Je me suis dit, tout bas, comme pour tester l'idée, voyons ce que fait l'Asvel. Pas parce que j'avais besoin de gagner. Pas même pour l'argent. Juste parce que j'avais besoin de sentir que quelque chose avait encore du sens. Les chiffres étaient toujours là. Les côtes continuaient de bouger. Le monde ne s'était pas arrêté. Elle, si. Et peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'était un samedi. Le premier que j'avais entièrement à moi depuis plus de 2 ans. Pas paisible, pas encore mais calme, d'une manière qui me laissait de l'espace pour réfléchir. J'ai ouvert mon tableur. Match de basket. Rapport de blessure. Fatigue des joueurs après des matchs consécutifs. Quelques tournois de tennis au court en dur indoor, vitesse de surface, taux de victoire par pays. Tout semblait normal,
comme si le monde n'avait pas remarqué que ma vie personnelle s'était effondrée. Alors j'ai construit un pari. Pas juste un choix au hasard. Un pari combiné à 5 sélections. J'en avais déjà fait, mais jamais avec une vraie confiance. Cette fois, quelque chose était différent. Je n'étais pas en train de deviner ou de chercher l'adrénaline. J'étais concentré. Focalisé comme je ne l'avais pas été depuis des mois. C'était 100 €. Les cotes totales donnaient un peu moins de 89. Un pari risqué, bien sûr, mais chaque sélection avait du sens. J'ai misé sur des outsiders là où le public se trompait. J'ai évité les cotes gonflées. J'ai cherché l'avantage là où personne d'autre ne regardait. Et, incroyable mais vrai, chaque sélection a passé. Boum. 8 900 € de gain. J'ai fixé l'écran, comme si ça allait s'évaporer si je clignais trop fort. Ça ne semblait pas réel. Je n'ai pas crié ni sauté partout. Je me suis juste adossé au canapé et j'ai regardé le ventilateur au plafond, observant les pales tourner. J'ai réparti 4 000 € sur différents sites de paris. J'ai ouvert des comptes sur 4 nouvelles plateformes, profité de leurs promos, et commencé à constituer un vrai capital. Le reste, je l'ai gardé sous la main. Au cas où. À partir de là, je me suis mis au boulot. Pas le boulot de chantier. Mon boulot. Je me suis mis à tracker sérieusement. J'ai construit un nouveau tableur avec plus de variables, jours de repos des joueurs, tendance des arbitres, effet de l'altitude, pourcentage de tir selon les côtés du terrain. J'ai créé un tracker personnel pour comparer les mouvements de cote entre différents bookmakers, pour repérer quand quelque chose semblait louche. J'ai commencé à surveiller les mouvements de cote comme un faucon. Quand un site avait une équipe à plus 210 et un autre à moins 180, je creusais. Opportunité d'arbitrage. Petite faille dans le système. Je ne devinais plus où je chassais. Je vivais à la caféine et à l'entêtement. Je dormais à des heures bizarres. Je mangeais plus de croque-monsieur surgelé que je ne veux l'admettre. Mais j'étais à fond. J'ai créé un site basique et proposé un pack de pronostics pour le week-end. 5 € pour mes meilleurs choix. Je n'attendais pas grand-chose. J'en ai vendu 3 la première semaine. Le week-end suivant, j'ai ajouté une option à 10 € pour des pronostics NBA en milieu de semaine. J'en ai vendu 8. À la fin du mois, j'avais 22 abonnés réguliers. Des mecs qui m'envoyaient des messages pour des conseils, des captures d'écran de leurs gains, certains m'appelaient « un sorcier ». Je n'en étais pas un. J'avais juste arrêté de parier sur des espoirs et commencé à traiter ça comme un travail. Et je travaillais. Je me levais tôt. Vérifier les cotes avant que la plupart des gens ne fassent leur café. Comparer les cotes en direct en me brossant les dents. Prenez des notes sur les interviews d'après-match pour voir quel coach cachait des blessures. Je suivais les journalistes sportifs comme s'ils étaient paroles d'évangile. Ce n'était pas glamour. Pas de bureau en haut d'une tour ou de réunion dans des salles de conférence. Juste un mec avec un ordi en panne, une chaise bancale, et un carnet couvert de gribouillis. Mais c'était à moi. J'ai commencé à facturer 20 € pour des abonnements mensuels. Et les gens payaient. Pas parce que je promettais des miracles, je ne le faisais pas. Je montrais juste mon bilan, restais honnête, et prouvais que je savais ce que je faisais. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Ce qui était un revenu d'appoint est devenu stable. J'ai arrêté de regarder mon appli bancaire avec anxiété. Les chiffres allaient enfin dans le bon sens. Même les petites choses, manger un repas qui ne sortait pas d'une boîte, réparer un robinet sans stresser pour le loyer, c'était des victoires. Je n'avais plus l'impression de courir après quelque chose. J'avais l'impression de construire quelque chose. J'étais toujours seul. Toujours en train de nettoyer le désastre qu'Élodie avait laissé derrière elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus perdant. Et ça faisait du bien. Au 3e mois, j'avais 52 abonnés. Ça commençait à ressembler à une petite communauté. Pas énorme, pas clinquant mais solide. Les gens gagnaient, et surtout, ils me faisaient confiance. Je n'ai jamais vendu un système miracle. Je n'ai jamais rien garanti. Je disais juste, voilà ce que je pense. Voilà pourquoi. Et pour la plupart, c'était suffisant. Je me levais, vérifiais les cotes, faisais mes calculs, et écrivais mes pronostics pour la journée. Ensuite, j'envoyais mes choix par email avant midi. Pas de chichi, juste les faits.
Pas de fausse excitation. Si je n'étais pas confiant sur une journée, je le disais. Certains jours, je passais complètement. Je disais aux gens de faire une pause. Cette honnêteté m'a valu plus de loyauté qu'aucune série de gains. Mais les gains? Ils s'accumulaient. Je réussissais assez pour que les bookmakers le remarquent. Au début, je pensais que c'était une coïncidence quand un de mes comptes a été limité. D'un coup, je ne pouvais plus parier plus de 50 €. J'ai cru que j'avais été signalé pour un abus de bonus ou un truc mineur. Puis un deuxième compte a été restreint. Puis un troisième. Et un autre m'a carrément banni. Sans avertissement. Net. Négatif. Risque. Je ne savais même pas que c'était un terme avant ça. C'est là que j'ai su que j'avais réussi. Ce n'était pas une question de jackpot. C'était le moment où j'ai réalisé qu'ils ne voulaient plus de mon argent parce qu'ils savaient que j'étais plus susceptible de prendre le leur. Ce jour-là, j'ai arrêté de parier pour moi-même. Je n'avais plus besoin de jouer. Je ne courais plus après rien. La vraie valeur n'était pas dans l'adrénaline d'un panier au buzzer ou d'un point décisif, c'était dans le travail derrière. La recherche. Les patterns. L'avantage que j'avais construit à la sueur de mon front. J'ai tout restructuré. Plus de paris personnels. Je me suis concentré à 100% sur mes abonnés. J'ai amélioré l'arrière-plan du site. Organisé les emails. Ajouté des notes sur la gestion de capital. Augmenté l'abonnement mensuel à 49,99 €. Personne n'a bronché. Certains disaient que je sous-facturais. Je gagnais plus de 50 000 € par mois. Tout propre. Tout légal. Pas d'échelle à grimper. Pas de badgeuse. Pas de chef qui me reproche d'être revenu 2 minutes en retard de ma pause déjeuner. Je ne faisais pas étalage. Pas de chaîne en or, pas de publication de mon solde bancaire. Ce n'était pas moi. Je portais toujours des jeans tachés de plâtre. J'utilisais toujours le même ordi avec l'écran fissuré. Je mangeais encore des coquillettes au fromage 2 fois par semaine, par habitude. Mais j'avais de la marge. C'était la vraie récompense. J'ai quitté la construction pour de bon. J'ai dit à quelques gars avec qui je bossais que je travaillais à distance maintenant. Je n'ai pas donné de détails. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide pour réintégrer le syndicat, j'ai dit merci, mais que j'étais bien. En vérité, je n'avais pas touché un marteau depuis des semaines. J'ai rangé ma boîte à outils au fond du placard. Pas par manque de respect, mais parce que j'avais gagné le droit d'avancer. Cette boîte m'avait nourri pendant des années. Construit les maisons des autres pendant que j'essayais de tenir ma vie ensemble. Mais maintenant, j'avais un nouvel ensemble d'outils. Je gardais un rythme. Lever tôt. Travail tard. Pas de relâchement juste parce que l'argent venait plus facilement. Je traitais ça comme un boulot, parce que c'en était un. Un vrai. Peut-être pas ce qu'Élodie aurait appelé un vrai travail, mais je ne lui rendais plus de compte. Il y avait une satisfaction différente à voir mon nom mentionné sur des forums, ou quand des abonnés me disaient qu'ils avaient enfin payé leur loyer grâce à mes choix. Je n'avais jamais pensé avoir cet impact. J'étais juste un mec avec un don pour les chiffres et une obstination sans borne. En y repensant, c'était drôle. La chose qu'Élodie détestait le plus, les paris, les stats, les matchs étaient exactement ce qui m'avait sauvé. Ce qu'elle disait que je devais dépasser était précisément ce dans quoi je m'étais épanoui. Et pour une fois, je n'essayais rien de prouver à personne. Je le prouvais à moi-même. Je n'aurais jamais cru que l'odeur d'huile de moteur me manquerait. Mais après 2 ans à passer mes journées derrière un ordi, à éplucher des stats, des chiffres et des mouvements de côte, j'ai ressenti ce besoin de retravailler de mes mains. Alors j'ai pris une partie de l'argent que j'avais mis de côté discrètement, au fil du temps, et j'ai ouvert un petit garage auto dans le sud de Toulouse. Rien de grandiose. Juste 3 ponts, un élévateur d'occasion, et une salle de pause avec un micro-ondes qui sentait toujours le popcorn et le café brûlé. Je n'ai pas fait de pub tapageuse. Juste une enseigne devant et le bouche à oreille a fait le reste. J'ai embauché 2 gars, Hugo, avec qui j'avais bossé il y a des années sur un chantier de plomberie, et Léo, un jeune tout juste sorti de l'école pro, mais doué en diagnostic et à l'aise avec les clients. On ouvrait à 8 h, fermait à 17 h, et dès la 2e semaine, on était débordé. Il s'avère que les gens aiment un mécanicien honnête.
Surtout un qui ne les prend pas pour des idiots et qui ne pousse pas à changer les essuie-glaces à chaque vidange. Je fixais des prix justes, traitais tout le monde comme j'aimerais être traité si j'arrivais avec un bruit bizarre sous le capot sans savoir d'où il venait. Le garage a explosé. À la fin de la première année, j'ai dû embaucher 2 autres mécaniciens pour suivre. J'ai acheté un deuxième local de l'autre côté de la ville, dans un ancien magasin de pneus qui avait fait faillite. Je l'ai rénové, ajouté des ponts neufs, nettoyé le bureau, et accroché la même enseigne blanche toute simple devant. Maintenant, j'avais 2 points sur la carte. Je continuais à vendre des pronostics et analyser des matchs le soir. Ça rapportait encore un revenu mensuel stable, fiable, et presque automatisé grâce au système que j'avais mis en place. Tout ça m'aidait à gagner et à épargner. Mais le garage m'apportait autre chose. Quelque chose de tangible. Quelque chose que je pouvais regarder en disant, ça, je l'ai construit de mes mains et de ma tête. En 3 ans après le divorce, j'avais 4 garages. Un dans chaque coin de la ville. J'ai acheté une maison. Pas trop tape à accent Graveleuil. Juste une maison à 2 étages avec une terrasse à l'arrière, un bout de terrain, et une allée assez grande pour accueillir un barbecue le week-end. J'ai aussi acheté une voiture. Pas n'importe laquelle ou une Mercedes coupée argentée. Élégante, silencieuse, douce comme du beurre sur l'autoroute. Je m'en servais pour les soirées poker avec les potes. Je me garais devant comme quelqu'un qui avait enfin sa vie en main. Parfois, je voyais mon reflet dans les vitrines en me garant et je pensais, c'est loin de la poussière de placo et du loyer partagé. Puis est venu l'appel. C'était une femme d'un magazine local, du genre qui fait des articles sur les artisans boulangers ou les studios de yoga pour chiens. Elle disait que quelqu'un m'avait recommandé pour leur portrait d'entrepreneur. Au début, j'ai cru à une blague. Mais elle était sérieuse. Elle est passée au garage, a pris des photos de moi sous un capot, m'a interviewé dans mon bureau pendant que Léo gérait l'accueil. J'ai répondu franchement, simplement. Je lui ai raconté comment j'étais passé de petits boulots et de tableur à 4 garages et une communauté fidèle. Vers la fin, elle m'a demandé ce qui avait motivé ce changement. Ce qui avait vraiment déclenché tout ça. Et je n'ai pas hésité. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, rien de tout ça ne serait arrivé si ma femme ne m'avait pas quitté. Elle s'est retirée de l'équation. C'était mon premier pari gagnant. Elle a marqué une pause, a tout noté mot pour mot, et m'a remercié. L'article est sorti 2 semaines plus tard. En couverture. La route du succès, de l'outsider au roi des huiles et des côtes. Il y avait une photo de moi appuyé contre la Mercedes, bras croisés, une tache de graisse sur ma chemise. Je ne pensais pas que quelqu'un de mon passé le lirait. Mais apparemment, quelqu'un l'a fait. Élodie. Je ne sais pas exactement comment ça lui est parvenu. Peut-être une amie. Peut-être elle l'a vu partager en ligne. Peut-être qu'une nuit, par curiosité, elle a cherché mon nom. Mais quoi qu'il en soit, je savais qu'elle l'avait vu. Parce qu'après ça, tout a commencé à bouger dans une direction que je n'avais pas anticipée. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me contentais pas d'aller bien. J'avais l'impression d'avoir gagné. C'était un jeudi après-midi, une journée de travail ordinaire. On changeait les freins d'une Clio et on essayait de trouver l'origine d'un bruit de grincement bizarre sur un vieux pick-up déposé le matin. J'étais à l'arrière, les mains pleines de graisse, quand Hugo a passé la tête dans le garage. « Patron, a-t-il dit, mâchant son cure-dent comme toujours, il y a une femme à l'accueil qui demande après toi. » J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je me suis dirigé vers l'entrée, pensant que c'était peut-être une cliente ou une livraison. Mais ce n'était pas ça. C'était Élodie. Elle se tenait juste à l'entrée de la salle d'attente, bras croisés, balançant son poids d'un pied à l'autre, comme si elle hésitait à être là. Ses cheveux étaient attachés. « Je passais juste voir », a-t-elle dit, comme si on était de vieux amis se croisant à l'épicerie. J'ai haussé un sourcil. Je savais pas que j'étais sur ta liste. Elle a ri, mais c'était forcé. J'ai vu l'article dans le magazine, a-t-elle dit. Je m'y attendais pas, honnêtement. Hugo, ne captant pas l'attention gênante, est intervenu et a dit, tu veux que je prenne son numéro pour lui? Elle a hoché la tête avant que je puisse répondre. Hugo l'a noté sur un post-it et me l'a donné plus tard. Je ne pensais pas m'en servir, mais ce soir-là, en fermant le garage, je me suis retrouvé à le regarder à nouveau. Je lui ai envoyé un message vers 21h. J'ai écrit, si tu veux parler, on peut dîner.
Juste parler. Elle a répondu presque instantanément. Demain? D'accord, j'ai écrit. 18h30, tu choisis le lieu. Elle a choisi une petite brasserie tranquille en périphérie de Toulouse. Pas accent Graveleuil, mais assez chic pour un repas assis sans serviette en papier. Je suis arrivé en Mercedes. Elle était déjà là quand je suis entré. Cheveux détachés cette fois, maquillée, portant un chemisier noir que je reconnaissais de l'époque où on était ensemble. Elle était belle. Toujours ce éclat soigné. Mais quelque chose clochait. La confiance qu'elle portait comme une armure n'était plus là. Elle semblait nerveuse, peut-être même incertaine. Élodie, incertaine, c'était nouveau. On s'est assis, on a commandé, on a fait la conversation. Je l'ai laissée mener. Elle m'a posé des questions sur les garages, l'article, comment j'avais fait pour tout développer si vite. Je lui ai dit la vérité, du travail acharné, de la patience, et beaucoup de nuits blanches. Puis elle s'est ouverte. Elle a dit que Marc l'avait quitté 6 mois après qu'ils se soient installés ensemble. Qu'il n'était pas celui qu'elle pensait. Qu'il ne supportait pas ses humeurs. Qu'il voulait quelqu'un de plus facile à vivre. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Comme si elle était une voiture qui avait juste besoin d'une meilleure huile. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai écouté. Elle m'a raconté qu'elle travaillait maintenant à un stand de glace ambulant. Un de ces chariots qu'on voit dans les parcs ou les centres commerciaux en plein air. Elle disait que c'était temporaire, mais je sentais qu'elle n'y croyait pas vraiment. Elle a mentionné qu'elle vivait chez ses parents en attendant de remettre de l'ordre dans sa vie. À un moment, elle m'a regardé et a dit « Tu t'en sors vraiment bien. Je suis fier de toi, Lucas. » J'ai hoché la tête. Merci. Puis elle a marqué une pause. Baissé les yeux sur ses mains. Tordu la serviette autour de ses doigts comme pour les occuper. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit enfin. Une grosse erreur. Je n'ai rien dit. Je pensais que je montais en gamme, a-t-elle continué. Mais non. Je fuyais quelque chose que je ne comprenais pas. Tu as toujours été bon avec moi. Je ne savais juste pas l'apprécier. Je suis resté silencieux. Puis est venue la partie que je savais arriver. Tu me manques. Je pense encore à toi. J'ai eu tort. Surtout. Et je t'ai, elle s'est arrêtée, a dégluti, et l'a dit quand même. Je t'aime encore. Elle l'a dit lentement, comme si ça lui coûtait. Je l'ai regardée longuement. Elle était toujours belle. Toujours cette étincelle. Toujours cette langue acérée, ces yeux qui pouvaient vous faire sentir minuscule ou géant selon le jour. Mais quelque chose en moi n'a pas bougé. J'ai souri. Juste un peu. Je te crois, j'ai dit. Elle a souri en retour. Ses épaules se sont relâchées, comme si elle était soulagée. Comme si quelque chose de bien recommençait. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait compris ce que je voulais vraiment dire. Pas encore. Après le dîner, je lui ai demandé si elle voulait venir chez moi. Élodie n'a pas hésité. Elle a souri, hoché la tête, et pris son sac comme si tout se mettait parfaitement en place. On a roulé en silence la plupart du temps. Elle regardait par la fenêtre, et je gardais les mains fermes sur le volant. Pas de musique, pas de bavardage. La maison était propre. J'avais passé la matinée à ranger. Pas pour elle ou plus pour moi. Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle comme si elle essayait de trouver sa place. Elle a retiré ses chaussures et s'est assise au bord du canapé. J'ai préparé des pâtes. Rien d'extraordinaire, juste une recette apprise sur des vidéos de cuisine. Beurre, ail, un peu de piment, une touche de vin blanc. J'avais une petite bouteille gardée pour l'occasion. Elle a allumé les bougies sur la table sans demander, comme par réflexe. J'ai mis de la musique douce ou des instrumentaux que j'écoutais quand je pariais tard le soir. Ça remplissait l'air juste assez pour éviter un silence trop pesant. On a mangé lentement. Parlé de choses neutres. Elle a complimenté le repas. Dit qu'elle regrettait les soirées comme ça. Elle regardait la cuisine de temps en temps, comme si elle essayait de se replacer dans cette vie qu'elle avait laissée derrière. Après le dîner, j'ai baissé les lumières, pris sa main, et je l'ai amenée dans le salon. On a dansé. Juste balancé d'un côté à l'autre sur le vieux parquet qui grinçait à chaque pas. Elle a posé sa tête contre ma poitrine, et je l'ai laissé faire. Je n'ai pas beaucoup parlé.
Pas besoin. Plus tard, on s'est assis sur la terrasse. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à croire jusqu'où j'étais allé. Qu'elle était fière de moi. Qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées. Je hochais la tête. Parfois, il faut laisser quelqu'un parler, même si on a déjà pris sa décision. Quand il s'est fait tard, on est rentré. Cette nuit m'a rappelé le passé. Après ça, le canapé a commencé à grincer. Le matin, je me suis levé tôt. J'ai préparé un café comme elle l'aimait avant en crème d'abord, de sucre, pas de cuillère. Je me souvenais qu'elle le mélangeait elle-même, comme si elle devait tout contrôler. Elle est entrée dans la cuisine dans un de mes vieux t-shirts, essayant de paraître décontractée, comme si tout était redevenu normal. Ses cheveux étaient un peu en bataille. Elle a souri, pleine d'espoir, douce, comme si on avait appuyé sur le bouton reset. J'ai posé la tasse devant elle. Puis je me suis appuyé sur le plan de travail et j'ai dit, clair comme de l'eau de roche. Bois ton café. Ensuite, sors de ma maison. Et de ma vie. Pour toujours. Son sourire s'est figé. Elle a cligné des yeux. Elle semblait confuse, comme si je parlais une autre langue. Je ne t'ai pas fait venir pour te pardonner, j'ai dit. Je voulais juste me souvenir d'où j'en suis arrivé. Elle n'a rien dit au début. Puis les larmes ont commencé. Elle a supplié. Demandé pourquoi je faisais ça. Dit que je l'avais utilisé, que je l'avais mené en bateau. Appelé ça cruel. J'ai juste secoué la tête. C'est toi qui es parti, tu te souviens, j'ai dit. Elle est restée là, tenant le café comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Puis elle s'est levée d'un bond. A claqué la porte de la chambre en récupérant ses affaires. Est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardée depuis la fenêtre appeler un taxi. Elle n'a pas regardé en arrière. J'ai attendu que les feux arrière disparaissent, puis je suis monté dans ma voiture et je suis allé au garage. Hugo était déjà là, comme d'habitude, buvant un café de station-service et passant en revue les rendez-vous du matin. Je lui ai fait un signe de tête, enfilé ma chemise de travail, et je m'y suis mis. Ça faisait du bien d'être entouré de moteurs. Pas de drame. Juste des machines. Des choses qui avaient du sens quand on comprenait comment elles fonctionnaient. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Camille. On s'est croisés à une soirée poker organisée par un de mes fournisseurs de pièces. Elle a ri à mes blagues nulles. M'a appelé, Monsieur Stat, après que j'ai expliqué la différence entre probabilité implicite et code brute. Elle ne levait pas les yeux au ciel. Elle se rapprochait. On s'est revus la semaine suivante. Puis encore. Après 2 mois, elle a emménagé. Pas de drame. Pas de jeu. On planifie notre mariage pour cet automne. Quant à Elodie, elle travaille toujours à son stand de glace au parc. Je l'ai vue une fois de loin. Toujours belle. Elle ne m'a pas vu. Et je ne me suis pas arrêté. Partagez votre avis dans les commentaires, avez-vous déjà passé la nuit avec votre ex? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».